Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode que nous allons consacrer à un groupe, le groupe Implid. Et pour cette discussion, je suis ravie de recevoir aujourd'hui son PDG, Jean-Loup Roger. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Marine. Je suis ravie de vous avoir dans le podcast. Eh bien moi aussi, merci de vous intéresser à Implid, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc, le groupe Implid en quelques mots, Jean-Loup? Alors Implid, c'est un collectif de plus de 1000 personnes, très pluriprofessionnel, puisqu'on a à la fois des avocats, des huissiers, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des recruteurs, des managers de transition, des consultants, j'ai dû en oublier en plus, je ne sais plus qui j'ai oublié. Des Ouais, des justices, notaires, voilà, des c'est hommes. ça, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est important, c'est le côté humain chez Implid, c'est ce qui nous plaît. Et c'est de faire travailler tout ce petit monde ensemble. D'ailleurs, Implid, c'est deux faux anagrammes. C'est un faux anagramme de limpide pour illustrer nos métiers en français, en anglais d'implied, qui est l'implication. Et ça fait ressortir le petit slash, les idées, c'est les ID, c'est les identités des uns et des autres. Et tout ça est fait au sujet pour mieux servir l'humain et pour être au service des équipes en interne et des clients en externe. Ok, donc vous avez 50 ans d'existence, je crois. Oui, c'est ça, on est né en 73 et 73. voilà, c'est ça. Et juste avant la crise pétrolière. Et c'est, je crois, ce qui a fait la force d'Implid, c'est de rencontrer, plein d'obstacles sur son chemin et de grandir de ces obstacles et de pouvoir avoir justement de pouvoir se déterminer de manière un petit peu différente des autres parce elle a eu plein d'obstacles. Ok, c'est intéressant cette vision. Vous avez aujourd'hui une quarantaine de bureaux, je crois, Oui, c'est c'est ça? exact, c'est Répartis exact. en Auvergne-Rhône-Alpes au démarrage, et puis après, j'ai l'impression que vous grandissez. Non, c'est toujours, Auvergne-Rhône-Alpes plus Paris, voilà, on est toujours les mêmes lieux géographiques, même si on s'est un petit peu étendu en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début. Ok. Et donc, vous nous disiez que vous rassembliez plein de professions différentes. Vous êtes ce qu'on appelle une société pluriprofessionnelle d'exercice, une SPE. Comment ça vous est venu cette intuition de la SPE? Alors c'est pas tellement une intuition, c'est notre histoire en fait, lorsqu'on est né en 73, les 2 fondateurs, ont eu l'idée d'accompagner les clients au-delà du métier traditionnel de la comptabilité. Et donc on a un petit peu cet ADN voilà, qui nous poursuit. Et lorsque les lois Macron ont permis d'intégrer un peu plus de pluriprofessionnalité, pour nous, c'était une évidence. Mmh. Parce que déjà, on faisait de la formation, on avait déjà du social, on avait déjà du secrétariat juridique et on avait déjà du consulting, du recrutement, du management de transition. Donc c'était des choses qui étaient un petit peu évidentes. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous différencie, c'est le collectif. Et on a 3 valeurs qui illustrent la manière dont, enfin, peut-être j'aurais parlé de la raison d'être. Notre raison d'être qui est le faire grandir, hein, qui est donner à chacun l'élan pour grandir jour après jour, et on le fait avec 3 valeurs: le collectif, l'engagement et l'audace. Et comme on travaille beaucoup en collectif, c'était un peu une évidence de pouvoir élargir le collectif avec des compétences différentes, des spécialisations différentes, hein. Donc ça a été d'abord les avocats et puis les huissiers et enfin les notaires. Le mode de SPE, je pense, n'était pas tout à fait adapté à la taille d'Implid. Et aujourd'hui, à la faveur d'échanges avec les ordres, on va plutôt passer en SPFPL, puisqu'il y a une évolution de la loi qui a été faite, je crois, au mois de mars ou avril 2023, avec un D'accord. décret d'application qui devrait être pour le mois de septembre 2024. Donc on est en train de changer nos structures juridiques, mais sinon le fonctionnement en interne ne change pas et c'est toujours les équipes au service des clients. Et on traite aujourd'hui plus par enjeu, hein. Nos métiers sont des tiers de confiance à la base, et nous, on gère plus ça en partenaire de confiance, en fait.
Mmh, très intéressant et donc aujourd'hui, vous accompagnez, tout type de clients, des TPE bien sûr, mais aussi des ETI, des grands groupes, des entreprises du CAC 40. Je crois que, quand, j'avais vu, quand quand j'avais préparé cette discussion, que vous mentionnez certains groupes du CAC 40. Donc en ça, vous vous démarquez aussi, de peut-être des cabinets plus traditionnels qui ont des clientèles, de petites entreprises en grande majorité. Comment vous vous positionnez dans le marché comme ça de qui sont vos concurrents? Comment vous vous démarquez d'eux? Heu, Alors en fait, je crois qu'on a des clients sur un panel assez élargi parce qu'on a des métiers qui sont élargis, hein. Si on prend l'expertise comptable, traditionnelle, bon, on est comme tout le monde, on est que sur la TPE, hein. En revanche, si on est sur, on prend l'expertise comptable plus, en termes de mise en place de consolidation, de choses comme ça, bah, voilà, là on est sur la PME, l'ETI et si on parle de consulting, et ben, on peut être plutôt sur des grosses PME, l'ETI et le grand compte. Donc c'est ce qui fait que mmh, la pluridisciplinarité de nos métiers fait qu'on est effectivement sur les 3 segments, à peu près pour un tiers, hein. Donc la TPE représente un petit tiers de notre activité, la PME un autre tiers et ETI grand compte, le dernier tiers. mmh, Alors comment on se différencie de nos clients? Je pense que c'est un petit peu dans le continu de nos partenaires, enfin de nos plutôt nos confrères, c'est, plutôt je pense le continuum de service. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir comme tout le monde, hein, les meilleurs experts, hein, pour pouvoir servir les clients. mmh Mais, mh. on aime le faire grandir, hein. Je vous disais tout à l'heure, on a cette raison d'être qui est donnée à chacun l'élan pour grandir jour après jour et donc dans ce grandir, beh, il y a comment on fait grandir, nos équipes bien sûr, mais comment on fait grandir les clients et pour faire grandir les clients, bah, il faut être un peu dans le continuum de service. Il faut les accompagner, bah, dans tout dans toute leur perspective et leur prospective Mmh. et donc pour ce faire, eh bien, on les aide à réfléchir sur leur stratégie, et après on est en capacité d'exécuter et voilà tous les métiers qu'on agrège en travaillant par enjeux, donc les enjeux de capital humain, les enjeux de conformité, les enjeux de performance financière. Enfin bon, on a de différents enjeux que vous avez dû voir, sur nos sites. Donc c'est un petit peu ça notre différenciation. Mais quand on arrive sur des clients type, grand compte, eh bien on est, comme tout le monde, hein, donc on sert plutôt, les clients sur monométier, hein. Donc, le fait du continuum et de l'agrégation de plusieurs métiers est plus apprécié, j'allais dire, chez les TPE, les ETI et les PME. Alors les TPE, D'accord. on fait comme tout le monde, hein, c'est compta social juridique, hein, donc il y a déjà un petit continuum de services qui est intégré dans le marché. Bon, les PME, les ETI, c'est un peu moins évident puisqu'on faut être plus sur des enjeux de, voilà, quand on est sur du capital humain, bah, finalement, on va du recrutement, passant par le management de transition, la paye, bien entendu, les contrats, le précontentieux, le contentieux, enfin et puis tout ce qui peut être les éléments type PSE et cetera. Mais, je pense qu'il est vraiment important et je prends toujours cet exemple pour caractériser ce que l'on fait, c'est par exemple la transmission, et pour moi, la transmission, c'est un des éléments de la réussite d'une vie où qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle. Donc, je suis très attaché à cette idée de transmission. Et bien, quand on veut transmettre son entreprise, eh bien, il y a une petite, je vais dire une niche fiscale. Alors, mes confrères sont peut-être pas très contents que je le dise comme ça, mais enfin, il y a un avantage fiscal avec le pacte du travail. Et donc, bah, chez Implit, bah, c'est assez facile de l'accompagner parce qu'on a, comme tout le monde, bah, l'expert comptable qui va évaluer l'entreprise, voilà, pour la transmettre. Et après, on a l'avocat fiscaliste qui va faire le pacte. Et puis on a le notaire qui va pouvoir enregistrer la donation, parce que souvent il y a une donation qui est attachée. Donc tout ça se fait assez facilement, Mmh. parce que voilà, on a toutes les équipes au même endroit et surtout on a pu conseiller le client en amont, avant d'arriver à l'acte. Donc c'est ça qui est perçu par nos clients, c'est d'avoir cette capacité à la fois de conseil et d'exécution, qui est intéressante pour nos clients et puis tout au même endroit. Mmh. OK, hyper intéressant. Donc vous êtes une entreprise à l'origine, vous vous appeliez, Cegeco, vous étiez, je crois en Auvergne-Rhône-Alpes et maintenant vous avez grandi, on disait vous êtes, plus de 1 000 collaborateurs aujourd'hui. Comment cette croissance s'est faite? Croissance, externe, croissance organique, comment ça s'est Alors passé? le business model, c'était un mixte des 2, c'est-à-dire que, à la fois, on cherchait tant dans la croissance organique que la croissance externe des nouvelles compétences ou des nouveaux types de clients
Et bien, quand on avait, dans la croissance organique ou la croissance externe des nouveaux clients, des nouvelles compétences, et bien, on agrégait les 2. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple que, bien, si on était, à Lyon et on se rapprochait d'un cabinet d'expertise comptable, qui était à Annemasse, par exemple, et bien souvent, le cabinet d'expertise comptable était un peu traditionnel et faisait que de la comptabilité, peut-être un peu de social, mais n'avait pas tous les métiers d'accompagnement qu'avait Impli. Donc, si vous voulez, la croissance externe nourrissait la croissance organique et vice versa, puisque quand on rencontrait, des clients dans cette nouveau bureau d'Annemasse, peut-être qui demandaient des compétences nouvelles, eh bien on lançait une nouvelle spécialisation. Donc Mmh. vraiment la croissance Implid, elle s'est nourrie des 2, c'est-à-dire que je ne sais pas qui était de la poule et de l'œuf. Je voudrais croire que c'est plutôt la croissance, externe qui a généré la croissance organique. En Mmh. fait, l'un nourrissait l'autre. Mmh. OK, très bien et donc récemment, vous avez annoncé le rapprochement avec, la Legaltech, pardon, Captain Contrat. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Eh bien, écoutez, c'est un petit peu la même principe, hein. C'est que alors là, c'est une croissance externe sur, plus une compétence, hein, j'allais dire, hein, qui est une compétence d'hybridation et de dématérialisation de l'accompagnement du créateur d'entreprise. Donc ça, Implid n'avait pas cette compétence. Donc ça, c'est une de ces faits-là, c'est une forme de croissance externe puisqu'on va pouvoir, finalement toucher des clients qu'on ne touchait pas, chez Implid. Et de l'autre côté, Implid, par rapport à ces nouveaux clients entrepreneurs, eh bien, on peut leur apporter, tous les services que nous avons, que Captain ne pouvait pas faire. Donc, voilà, du notariat, les huissiers, les avocats, les experts comptables, enfin tout ce qui peut générer enfin faciliter le développement des entrepreneurs qui vont chercher des conseils chez Captain Contrat. Mmh, d'accord, très intéressant. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, bien évidemment, qui est en train de bouleverser tout type de métier. Les métiers du droit notamment ont été parmi les premiers à être, transformés par cette intelligence artificielle. C'est en train aussi d'arriver de manière massive dans l'expertise comptable. Comment est-ce que vous vivez cette arrivée de l'IA dans les métiers? Comment vous l'appréhendez? Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, aujourd'hui? Alors oui, on y travaille depuis, un petit moment, parce que depuis 2019, on a acheté je vais dire une start-up qui s'appelle Perfect Memory, hein. Donc on est pour l'instant l'unique actionnaire de cette structure, qui fait de l'intelligence artificielle. Donc on l'avait acheté plus pour, nous aider à travailler sur nos clients, et en fait, quand on s'est rendu compte que c'était un petit peu, que le moteur était de meilleure qualité, enfin était plus Mmh. performant que ce qu'on imaginait. On l'utilise très, très peu, et il est plutôt tourné aujourd'hui vers des clients externes, auxquels on vend l'utilisation de cet outil d'intelligence artificielle. Donc on s'y intéresse depuis très longtemps. Je pense que aujourd'hui, dans l'application, on en est, un petit peu loin. On voit bien que tout ce qui est prédictif pour la partie droit, ça fonctionne pas tant que ça, hein. Donc c'est plutôt, je pense, au niveau des utilisateurs qui n'ont pas envie d'y aller, hein, plutôt que Mmh. l'apport de valeur ajoutée par l'intelligence artificielle, hein. Donc c'est un problème plutôt culturel, mais les choses vont évoluer. Et aujourd'hui, je pense, pour l'expertise comptable, ce qui va nous apporter vraiment, un développement de cette partie de l'intelligence artificielle, ça va être la facture X, hein, qui va nous donner accès à des contenus qu'on n'a pas aujourd'hui ou qu'on a difficilement, et qui vont pouvoir, générer, j'imagine, à la fois des conseils supplémentaires pour nos clients, et de la valeur ajoutée pour nos clients, et des revenus pour nos entreprises. Mmh, OK. Vous me tendez une perche sur la facture X. Aujourd'hui, j'allais vous demander quels sont les grands défis à venir pour l'expertise comptable que vous identifiez, la facture X en fait partie? Oui, oui, à la facturer, c'est le défi du moment, c'est un défi, je pense culturel. Alors pourquoi je vous dis culturel? C'est justement parce qu'on a vu qu'avec les avocats, bien finalement tout ce qui était prédictif n'a pas eu la réponse attendue par les utilisateurs. Donc aujourd'hui, nous, on a pris chez Implid le taureau par les cordes, je vais le dire, sur la facture X, et on est en train de modifier notre manière de notre organisation, pour pouvoir, répondre, aux enjeux de demain. Et c'est une modification plus culturelle que technique aujourd'hui. Donc c'est une anticipation qu'on a commencé
commencé à mettre en place, l'année dernière, c'est-à-dire en septembre 2022 même, donc il y a 2 ans, par le biais d'un POC, d'une nouvelle organisation et que cette nouvelle organisation, on l'a déployée sur toute l'entreprise, à partir de septembre 2023 et donc ce déploiement a été fini, début février. Donc D'accord. voilà, donc on est au début, on va voir comment les choses fonctionnent, mais voilà, on a décidé d'anticiper, la démarche de Facturix, pour Anticiper sur pouvoir, le malgré le report, vous êtes resté sur le voilà, calendrier que vous vous voilà, étiez c'est ça, fixé, voilà, au c'est au ça, c'est démarrage. ça, c'est OK. ça. Voilà, OK. c'est ça. OK. Vous êtes aujourd'hui, entreprise à mission. Je crois que vous êtes doté de cette spécificité. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors ça, c'est notre bébé, c'est le cadeau d'anniversaire des 50 ans. Donc Oui. pourquoi on a décidé de l'entreprise à mission? C'est que finalement, je vous disais que notre raison d'être de faire grandir, et bien on s'était très attaché à faire grandir les équipes, à faire grandir nos clients, à faire grandir l'entreprise, que c'est quand même aussi important et on avait déjà des impacts sur notre écosystème puisqu'on a une fondation depuis 2015 qui accompagne les jeunes de 15 à 30 ans qui ont eu des accidents de vie. Donc on avait c'est ce qu'on appelle chez Implit cette symétrie des attentions de voilà, quand on fait quelque chose, de dire, bah, finalement quel impact ça a sur l'écosystème élargi. Donc l'écosystème élargi, bah, c'est notre environnement, les équipes, les clients et l'entreprise. Donc, on s'est dit, bah, comment finalement être meilleur et on a trouvé que c'était bien l'entreprise à mission parce qu'il y a un organisme nautique qui va nous contrôler, donc qui nous permet d'être finalement de se mettre dans une démarche structurante et structurelle, bah, de cette symétrie des attentions. Donc aujourd'hui, bah, chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, on se pose la question, bah, par exemple, si on fait une augmentation des rémunérations des équipes, bah, quel est l'impact que ça va avoir sur les clients? Quel impact ça va avoir sur l'entreprise et quel impact ça va avoir sur l'écosystème? Donc Mmh. c'est important que chaque fois, voilà, on ait cette symétrie des attentions. Donc l'entreprise à mission, nous, on l'a structurée sur 4 éléments. Donc les clients, enfin ou on va dire les équipes, je vais peut-être commencer par les équipes. Donc c'est de contribuer à l'épanouissement et à l'autonomie de nos équipes. Donc, c'est d'essayer, bah, finalement, de favoriser leur développement tant professionnel, que personnel. Alors, il y a les formations, il y a l'organisation, il y a le Mmh. temps de travail. On a d'ailleurs, dans ce cadre-là, un module de semaine de 4 jours, hein, qu'on teste depuis, un peu plus d'1 an. À ce qui concerne nos clients, bah, c'est guider notre communauté entrepreneur. On essaie de la gérer en communauté, bien sûr, pour qu'elle mette en place des modèles économiques, assez responsables, mais également qu'elle transforme progressivement leurs contraintes réglementaires soit en valeur ajoutée, soit en capacité de faire grandir. Donc c'est le côté que l'on cherche. Pour l'entreprise, ben, c'est l'inscrire dans un modèle, bah, durable et responsable, puisque le principe d'entreprise à mission, c'est quand même justement de pouvoir intégrer structurer la durabilité de l'entreprise. Et puis pour la partie écosystème, c'est participer à la construction d'une société de confiance. Donc, c'est essayer d'identifier que les impacts de chacun, accompagnent une transformation durable également de la société. Donc on n'est pas que sur des problèmes, d'environnement, hein, on est également sur des problèmes voilà, de sociétal, et bien Mmh. sûr environnemental. OK. OK. Vous entretenez, on l'a dit, à plusieurs reprises, un lien fort avec le territoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est, quelque chose qui est, alors historique et que vous cherchez à entretenir ou qui, va être amené à évoluer en fonction de votre croissance? Quelle est votre, quelles sont les perspectives? On entretient, enfin, je crois que ce qui est important pour nous, c'est la proximité, hein. L'entreprise à mission, c'est un des éléments de la proximité. Donc, la proximité, enfin, historiquement, elle a été construite sur du géographique et du culturel, puisque des Altiligériens ne sont pas des Lyonnais, ils sont pas des Savoyards, hein. Donc, c'était important pour nous, bah, de respecter et de pas faire un petit peu le risque qu'il y a quand les entreprises grandissent, c'est de faire un peu du one size fit all. C'est-à-dire que voilà, on a une méthode et on Ouais. adresse de façon identique tout le monde, hein. Donc, c'était un petit peu respecter les uns les autres tout en faisant pas un GIE. Donc bien sûr, cette proximité, elle est importante. On l'a élargie avec le côté, l'écosystème, le côté citoyen, hein, avec l'entreprise à mission, mais on l'entretient de façon identique à Paris et on l'entretiendra de façon identique dans d'autres secteurs, que ce soit à l'international ou en France. Et si derrière votre question, la question c'est de dire: «Est-ce qu'on veut sortir de Rhône-Alpes-Auvergne?» Oui, on veut sortir de Rhône-Alpes-Auvergne et l'hybridation de la captation client, que nous apporte, Captain Contrat, nous fait d'ores et déjà sortir de notre côté géographique, de notre côté clocher finalement pour capter les clients. OK. OK, OK. La profession comptable, souffre de difficultés de recrutement.
Vous, comment vous vivez, ce sujet-là et comment vous voilà, vous essayez de lutter contre ce phénomène? Ou comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce Alors que vous avez, un oui, oui, côté alors on le vit, on n'est pas on vit pas comme dans tout le monde? une voilà, on est comme tout le monde, on n'est pas dans une bulle à part. Alors on a, je pense, moins de problèmes que tout le monde, que la marque attire assez et puis on a quand même des tas de petites choses, de petites options. On a eu des d'ailleurs, je crois, un premier prix sur notre site carrière. On a eu aussi un premier prix sur nos participations de présence dans les job boards. Donc voilà, on a tout un parcours d'intégration qui fait qu'on a pas tellement de difficultés de recrutement, c'est plus le délai, si vous voulez, qu'on voudrait quand on recrute en 15 jours et qu'aujourd'hui, ben, voilà, on peut trouver en 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, ce que tout le monde imaginerait en 15 jours. Non, nous, ce qui est le plus gênant aujourd'hui, c'est qu'on est culturellement, on était une entreprise qui avait peu de turnover et aujourd'hui, on a un turnover qui s'est agrandi, qui s'est accru. Donc au-delà du fait qu'on le trouve toujours trop important, c'est que les équipes partent à 3 ans et 10 ans. Alors j'allais dire 10 ans, on pleure, mais à la limite, on a fait notre job, on a contribué à les faire grandir, j'imagine. Ils ont contribué à faire grandir les équipes, ils ont fait grandir l'entreprise. Donc on peut dire qu'on a rempli le contrat et d'un côté et de l'autre et même si on voudrait qu'il reste plus longtemps, bah, on peut imaginer que le deal est fait. Mmh. À 3 ans, c'est un problème parce qu'à 3 ans, soit on les a fait grandir et on n'a pas su les garder donc ben, voilà, c'est le contrat est à demi rempli, soit on n'a pas su les faire grandir et le métier leur plaît pas et ils vont ailleurs parce qu'on a ces deux orientations dans les gens qui partent à 3 ans, les jeunes qui partent à 3 ans, certains quittent le métier. Alors, ils peuvent le quitter le métier, de manière, j'allais dire proche, c'est-à-dire qu'ils veulent plus être dans un cabinet, mais ils restent en entreprise avec leurs orientations de formation initiale, mais parfois certains changent complètement de métier. Donc Mmh. nous, tout l'enjeu aujourd'hui, il est de fidéliser, les équipes et c'est pour ça qu'on a un parcours d'intégration qui a bon, d'ailleurs qui a été primé, mais qui est très fort et qu'on a retravaillé là, à la faveur de nos 50 ans de l'entreprise à mission pour justement essayer d'être, d'être meilleur et de pallier cette difficulté du turnover à 3 ans qui est pour moi une forme d'échec, de tous côtés. Une forme d'échec pour l'entreprise, une forme d'échec, pour le manager, et une forme d'échec pour le le membre de l'équipe, qui s'en va et ça c'est dommage et ça c'est Mmh. dommage. Voilà. OK. Donc c'est «un cap» entre guillemets. C'est intéressant ce persona du départ à 3 ans contre lequel on veut se battre, Vous Voilà. êtes le premier qui me donne cette perspective-là, je Bah, trouve ça c'est intéressant. chez nous, hein, je dis pas que tout Ah le ouais, monde non mais c'est part à 3 ans, intéressant. mais Non mais je pense qu'en plus ça résonne dans beaucoup d'autres entreprises, mais je trouve ça intéressant de l'identifier celui-là comme étant problématique. Donc, oui, puis on fait des quand même on a un taux d'indicateur d'équité, égalité hommes-femmes de 98 sur 100. Enfin, on fait énormément de choses. On a plutôt des bureaux qui sont sympas, la plupart de nos endroits. On a quelques rénovations à faire, mais voilà, on les a programmées. On a quand même des voilà, on réfléchit sur des éléments comme la semaine de 4 jours qu'on propose. On a des annulations de temps de travail qui sont assez dynamiques. On a des très bonnes relations avec nos CSE. Donc je trouve que c'est dommage. Alors après, on mmh peut se rassurer en disant: «On choisit une entreprise, on quitte son manager». Donc on peut dire que c'est le manager qui est pas bon, mais c'est trop facile de dire ça. C'est trop facile et je pense que c'est vraiment c'est le collectif qui doit se remettre en question et surtout quand c'est si tôt à 3 ans, quoi. OK, donc vous êtes comme tout le monde, vous, réfléchissez à ce sujet-là et vous mettez, des actions en Ouais place, et on met des moyens, on met beaucoup de moyens, ouais, on met beaucoup de moyens. OK, OK. On s'approche de la fin de cet échange, Jean-Loup, qui est passionnant et je voulais savoir, en tant que PDG d'Implit, quelle était votre plus grande fierté? Je pense qu'elle est à venir, ma plus grande fierté, c'est la transmission, c'est-à-dire que c'est le jour où je partirai et que je serai content de voilà, de voir que j'ai transmis, moi, ce qui était important et que l'entreprise m'aura transmis, ce qui pour elle était important et aujourd'hui, ma fierté actuelle, c'est la transmission du quotidien, c'est les rencontres du quotidien. Cette entreprise, elle est formidable, elle est exceptionnelle. Elle a des gens qui sont très investis et sa réussite, ben, elle est portée par l'ensemble des équipes et en revanche, les difficultés, bah, c'est plutôt la direction qui les porte. Donc je vois, chaque fois qu'on n'est pas bon, bah, c'est qu'on a voulu être individuel, ou on a voulu s'approprier des performances, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas personnelles et qui étaient collectives. Donc moi, ma réussite, demain, ce sera la transmission de voilà, de l'entreprise et là, ma réussite aujourd'hui, c'est tout ce qu'on me transmet et c'est toute cette énergie qui, voilà, qui fait que, bah, j'adore venir au bureau tous les jours et je suis pas en télétravail.
Et votre plus grand challenge, pour pas dire difficulté, mais on va le tourner positif? Ah, le challenge aujourd'hui, c'est pour nous, c'est enfin pour moi, alors je vais dire, pour moi et pour l'entreprise, je vais commencer par pour moi. Pour moi, c'est la compréhension des enjeux de chacun. Et je crois qu'on a vécu des périodes qui étaient plus, enfin moi j'ai vécu des périodes qui étaient plus simples où finalement, entre un jeune de 20 ans et un jeune de 40 ans, il y avait pas forcément beaucoup d'écart. Aujourd'hui, les générations changent tous les 3 4 ans et il faut que tout le monde se comprenne. Et moi je refuse qu'on mette les gens dans des cases et le X ou le Z ou je sais pas quoi. Mmh. Donc moi mon plus grand challenge personnel, c'est que tout le monde arrive à, voilà, à grandir ensemble et à continuer à s'apporter les uns les autres ce sel qui fait que, bah, la vie est sympa au bureau et que j'apprends des choses et que demain, eh ben, je suis employable, ailleurs. Et quand je viens de parler des équipes, mais c'est le même challenge pour les clients et c'est le même challenge pour l'entreprise. OK. Pour Implead, pour répondre, parce que je vous ai dit, je vous répondre en 2 fois, Implead, ce qui est important aujourd'hui, c'est intégrer l'hybridation et le premier challenge hybridation, c'est quand même la facture X, hein, qui va toucher quand même une partie importante de nos métiers. Donc il faut aujourd'hui que, voilà, on soit en capacité de saisir le challenge et d'accompagner nos clients, bah, comme il se doit, tout en, ne perturbant pas trop le fonctionnement, en interne d'Implid, hein. On pense au confort des équipes, hein, c'est très important, mais qu'on pense également au confort des clients et ça, c'est le challenge des 18 mois et et j'avoue qu'il me Ouais, je comprends. Dernière question prospective, où est-ce que vous voyez Implead dans 10 ans? Comment est-ce que vous voyez Implead dans 10 ans? Bah, je crois que finalement quand, moi ça fait 31 ans que je suis chez Implead, et finalement Implead n'a pas tellement changé, entre il y a 31 ans aujourd'hui. Peut-être le changement qu'il a fait, c'était qu'on est passé d'un tiers de confiance à un partenaire de confiance. Et Mmh. moi, je vois Implead demain en partenaire de confiance, avec cette symétrie, entre les clients et les équipes et là, le partenaire de confiance, il est né de là, hein. Enfin, le tiers de confiance, c'est entre les clients et les équipes, mais que ce partenariat soit élargi avec l'entreprise où parfois on a, quand les entreprises grandissent, ben, voilà, on peut perdre ce contact et j'espère qu'on aura ce partenariat de confiance élargi à l'entreprise et puis élargi à l'écosystème. Là aussi, on a notre fondation qui nous aide, mais il ne fera pas qu'il y ait que ça. Et moi, voilà, je vois Implead comme un leader, hein, on a le droit de rêver, hein, quand on Mmh. imagine un leader de ce concept du partenariat de confiance entre clients, équipe, entreprise et écosystème. OK, formidable. Merci Jean-Loup pour, notre discussion, pour ce partage. Merci beaucoup. J'ai adoré, réaliser cet épisode avec vous. Je Merci, vous dis à c'est moi bientôt. aussi, très sympa. À très bientôt, merci, au revoir. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!